Paix sur vous tous, on va se faire une vidéo sur l'effondrement, donc les âmes sensibles s'abstenir. Pour les autres, c'est parti tout de suite. Donc je vais parler de ce livre, Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio, qui est quand même sorti il y a très longtemps. Maintenant, du coup, il y a pas mal de choses super intéressantes. Bien entendu, si tu veux te procurer le livre, bah tu sais très bien, sur internet, etc. C'est parti. On va commencer tout de suite par une citation qui se trouve dans ce bouquin. Il ne pleuvait pas encore lorsque Noé a construit son arche. Donc, pour les croyants, bien entendu, c'est important et intéressant. Et c'est surtout aussi vrai. Encore une autre citation qui m'a paru très intéressante de la part d'un écrivain américain, James Howard Kunstler. D'abord, l'essence devint rare et chère, et maintenant il n'y en a plus. L'âge de l'automobile est terminé. L'électricité aussi. Aucun ordinateur ne fonctionne. Les grandes entreprises n'existent plus. L'argent papier ne vaut plus rien. Des villes ont été détruites. Des épidémies ont décimé la population. Il n'y a plus de gouvernement. Il paraît qu'il y aurait encore un président. Mais ça n'est peut-être qu'une rumeur. À la page 163, à propos du sous-titre « Mécanisme de l'effondrement ». Donc ça va être super intéressant. Donc je vais vous lire un petit extrait. Le processus de perturbation et de régression peut prendre la forme de la séquence d'événements suivants. Phase de déflation suivie par l'hyperinflation, fin de la plupart des monnaies papier. Après, augmentation des prix des matières premières. Tension internationale, guerre pour les ressources. Rupture de l'économie globale, panne des chaînes logistiques longues. Chômage de masse. Chute du réseau électrique, chute du réseau de distribution d'eau, chute du système d'évacuation et de filtrage des eaux usées, effondrement des services de maintien de l'ordre, incendie, panique, pillage, violence, perte totale de contrôle de l'État, chaos général, nettoyage ethnique, famine, crise sanitaire grave, maladie, épidémie, citadins fuyant les villes et se répandant dans les campagnes, effondrement du système hospitalier et de soins, forte baisse de la population, retour à l'ordre par épuisement et regroupement autour de noyaux organisés, retour à une économie de production agricole globale, reconstruction sur un modèle de société plus simple et plus local. Donc bien sûr qu'il y a le jour d'avant, le jour pendant et le jour d'après. Donc tout ça, c'est important. Il l'a théorisé dans le début du livre en ramenant plein d'exemples et je trouve que c'est vachement intéressant tout ce qu'il a écrit. Maintenant, on va regarder d'autres choses. Là, ça va être un petit peu, ou même beaucoup plus, hardcore. Donc ça, c'est dans Effondrement, et le sous-titre, c'est Conséquences. Si l'on soulève la fine couche de civilisation, péniblement construite au fil des siècles, on découvre des êtres humains égoïstes, violents et cruels. Prenez une personne normale et mettez-la dans le froid, l'humidité, la faim et la soif. Enlevez-lui son confort et ses habitudes, sa télévision, sa bière, son alcool, ses cigarettes et autres drogues, et vous allez vite voir le sauvage qui est en elle. Elle va d'abord manifester de l'énervement, puis, très vite, de la violence ou un avilissement encore impensable quelques jours auparavant. Et si vous pensez que la fraternité et le lien social sont toujours là, après des décennies de culture consumériste, hédoniste, narcissiste et égocentrique, vous risquez d'avoir de sacrées surprises. Une société encourageant l'assouvissement immédiat de nos moindres désirs et caprices ne peut, en cas de crise, que se transformer en une horde de psychopathes violents. On observe très bien, dans le cas d'effondrement d'État ou de révolution, des comportements violents dont les gens ne se croyaient pas capables. Intéressant. Massacres atroces, viols, pillages, tortures gratuites, enrôlement de force dans des milices, enfants soldats. Quels sont les lieux où ces personnes vont aller en premier? Elles se rendront d'abord dans les supermarchés, supérettes, stations-service, ce qui engendrera une vague de panique. Ensuite, ces hordes de gens normaux devenus criminels vont piller les appartements et villas les plus voyants des quartiers riches. Neuilly à Paris, Uccle à Bruxelles, etc. Puis des quartiers moins riches. Ensuite, elles vont sortir des villes pour piller les zones de banlieue pavillonnaires et enfin se rendre dans les campagnes, là où se trouve la nourriture. Une grande partie des habitants vont vouloir échapper à ces violences et vont essayer par tous les moyens de fuir les villes. Les transports publics vont rapidement être saturés puis incapables de fonctionner. Les routes seront d'immenses embouteillages où des violences éclateront. Beaucoup de gens affamés et énervés qui arrivent au même endroit en même temps, c'est une formule explosive. Tu l'as vu dans beaucoup de films de conditionnement. Un nouvel exode va survenir, probablement plus massif et plus dramatique que ceux de 40 en France et de 45 en Prusse. Les lieux de villégiature comme Megève, Gstaad, Deauville, Saint-Tropez, Aspen, Beverly Hills, les Hamptons, etc., connus pour abriter des gens riches, seront vite une destination prisée pour ces hordes de pillards qui trouveront bien assez tôt l'idée de s'organiser en bande pour plus d'efficacité. À ces bandes se joindront des recrues en tout genre, prêtes à obéir à n'importe quel ordre contre la promesse d'un repas quotidien. Ce sera la famine, il y aura des violences, des destructions, des morts, des maladies.
L'anarchie, même temporaire, va amener confusion et perte de repères. Des gangs, des mafias, des bandes de voleurs, des milices privées s'empareront du vide créé par l'impuissance de l'État, et ce, de manière très violente et très rapide. D'accord? On continue. À la page 215, il parle de attitude de survie. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est la page 216 que je vais te lire un extrait. Pour faire simple, le cerveau réagit face au danger en donnant des ordres au corps. Le rythme cardiaque va augmenter. Des hormones telles que l'adrénaline vont être sécrétées par le système nerveux et vont avoir pour effet de réduire le temps de transmission des flux nerveux. Ces réactions physiques vont nous permettre de nous concentrer sur la situation de danger immédiat. Parfois, cette concentration est excessive et donne lieu à ce qui est appelé une vision tunnel, qui peut nous faire oublier le reste de l'environnement et les autres dangers qui s'y trouvent. Mais puisque dans notre vie confortable, les lions ne courent pas les rues et que nous ne sommes pratiquement plus exposés à de telles situations de danger, nous sommes portés à croire que le danger n'est plus présent. Parce que juste au-dessus, il parlait de... Pour notre cerveau, si ce qui est devant nous a l'apparence d'un lion, alors c'est un lion. D'accord? Cela nous conduit à réagir de façon très irrationnelle lorsqu'un danger réel surgit. C'est que si notre cerveau a développé un bon système de réaction face au danger, l'évolution ne nous a pas encore permis de nous adapter à l'environnement saturé aux sensations fortes que nous proposent nos sociétés modernes. Bon, il dit l'évolution, bon, on pourra en discuter, mais bref. C'est pourquoi les secouristes remarquent de plus en plus que les réactions typiques des hommes modernes face au danger sont désormais la panique ou la paralysie. Donc on l'a terminé pour les extraits, et bien entendu, il y a plein d'autres choses, il parle du pétrole, de la bouffe, de la nourriture, de l'eau, etc. Donc tout ça c'est important, c'est intéressant en vérité à lire. Donc là on retourne dans son autre livre, c'est-à-dire Rue Barbare, survivre en ville. Donc bien plus pour les gens qui justement habitent en ville, mais bon c'est intéressant quand il arrive. Une citation de Henry Kissinger: qui contrôle le pétrole contrôle les nations, qui contrôle la nourriture contrôle les peuples. Et juste après, ça c'est lui qui le dit, la majorité de la population urbaine est à 9 repas de la faim. 9 repas en moyenne, c'est ce qu'une famille citadine peut cuisiner avec le contenu de son garde-manger. Petite citation de André Gide, écrivain français. Je crois à la vertu du petit nombre, le monde sera sauvé par quelques-uns. Ça rappelle justement Sourate 6, verset 116, par rapport au petit nombre. Je vous lis maintenant la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, que vous allez voir là, du 1 à 7. Donc premier, l'eau, deuxième, nourriture, troisième, hygiène et santé, 4, énergie, 5, connaissance, 6, défense, 7, lien social. En cas de crise, de panique, de rupture des systèmes de transport à cause de catastrophes naturelles, d'un climat imprévu, crise sociale, acte de terrorisme ou d'une hausse soudaine du prix des carburants, ça vous rappelle quelque chose, on est le 15-10, vous voyez ce qu'il est en train de se passer. Les étagères des supermarchés se retrouvent systématiquement vides sous 48 heures. Les hôpitaux et pharmacies rapidement sans médicaments. Les équipements et machines comme les transformateurs électriques, les matériels électroniques, les garages de mécanique automobile, entre autres, sont vides dépourvus de pièces de rechange et dans l'impossibilité de fonctionner correctement, provoquant panne et rupture de systèmes de support et de services en chaîne. Sans électricité, il n'y a plus d'eau courante, plus d'ascenseurs dans les immeubles, plus de réfrigération et les pompes aux stations essence ne peuvent plus fonctionner. C'est la détérioration rapide et potentiellement durable du confort de vie. Simplement, les conséquences de cet enchaînement peuvent être rapidement catastrophiques. Plus prosaïquement, cela peut devenir un sacré bordel. Bon, je suis encore une fois obligé de le répéter parce qu'il y a des gens, des fois, bon... Bien sûr que ce qui doit arriver arrivera, etc. Que tu sois préparé ou pas, de toute façon, dans un certain sens, tu peux être paralysé ou tu peux avoir la peur comme ami et pouvoir justement t'en servir pour justement, avec ton taux d'adrénaline, pouvoir t'en sortir alors que tu es au pied du mur. Bref, ça encore, il y a trop de nuances, trop de facteurs, etc., de paramètres. Ça, c'est bien entendu le Seigneur qui sait. Et voilà, donc c'est lui qui donne la vie et la mort. Si on doit mourir à l'instant T, voilà. On ne peut ni le retarder, ni d'une heure, ni d'une seconde, ni d'une minute, ni l'avancer. Voilà, c'est le Seigneur qui donne la vie et la mort. Donc voilà, il fallait que je le dise encore une fois, ça aussi. Il se passera ce qu'il doit arriver. Ce qu'il a écrit, dans un certain sens, c'est une forme de théorie, même si quand même, honnêtement, personnellement, je trouve que ça tient la route. Maintenant, voilà, encore une fois, Dieu sait mieux. Voilà les frères, les sœurs, bien entendu, c'est pas pour vous faire peur, mais bon, maintenant c'est comme ça, voilà, il faut se préparer. Au pire, si ça arrive pas, bah, dans un certain sens, voilà. Et maintenant, si ça arrive, bah, au moins, tu seras préparé au minimum
mentalement. Je pense que toi qui m'écoutes, voilà, tu es déjà conscient de toutes ces choses. Justement, la prise de conscience, c'est hyper important. Voilà, surtout pour ceux qui ont une famille à protéger, à nourrir, etc. Justement, que le Seigneur vous bénisse et vous facilite dans cette épreuve. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.